pour cette conférence. C'est vrai qu'on a l'habitude de proposer en guise de contexte, on va dire, généralement à la veille de l'Assemblée générale du groupement de coopération sanitaire du CCOMS. L'idée étant de pouvoir discuter un peu ensemble des repères qui sont les nôtres quand on travaille au sein de collaborateurs de l'OMS. On n'est pas sans savoir qu'il a été dirigé pendant plus de 30 ans, impulsé par le docteur Roland, qui, en fait, à travers l'existence du centre, a essayé de faire vivre la politique internationale de santé mentale de l'OMS. Donc, du coup, l'idée, c'est de savoir un peu, il y a une temporalité assez intéressante entre le moment où l'OMS s'exprime dans des textes officiels et le moment auquel on en prend connaissance, notamment en France, dans un pays du coup développé, et puis d'avoir un peu une lecture comme ça, une analyse un peu critique sur la temporalité des actions, la façon dont on les digère, la façon dont elles se heurtent à la législation, en tout cas à notre législation nationale française, et puis du coup d'essayer d'en comprendre un peu ou d'en extraire les leviers d'action, de comprendre un peu quels sont les outils qui peuvent permettre d'opérationnaliser, on va dire, cette politique de santé mentale et de comprendre un petit peu d'où ça vient. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. L'OMS a écrit des plans, beaucoup de plans qui se sont succédés, dans lesquels les notions que l'on discute beaucoup aujourd'hui, empowerment, rétablissement, capacité d'autodétermination, d'agir pour soi, de recouvrir son pouvoir d'agir, sont en fait des notions qui sont assez anciennes pour l'OMS. Donc, dans un premier temps, je voulais qu'on discute un peu l'émergence de ces textes, qu'on se les remémore ensemble, parce que je trouve ça toujours intéressant de voir depuis combien de temps ça a été écrit et puis la façon dont c'est arrivé progressivement en France. Et puis ensuite, de se donner quelques exemples pratiques et puis que l'on partage les outils qui sont portés par le centre depuis maintenant de nombreuses années et sur lesquels on fait reposer clairement la conduite du changement ou en tout cas des leviers d'action pour la transformation des pratiques en santé mentale et en psychiatrie. Et je dis bien en santé mentale et en psychiatrie puisque l'OMS ne parle pas tant de psychiatrie mais plutôt de santé mentale. Ça pourrait être un premier point de débat. Mais donc voilà, on parle assez systématiquement de santé mentale et psychiatrie en considérant un peu l'approche globale de santé publique auprès des populations que nous incite à avoir l'OMS. Donc juste quelques mots d'abord sur l'endroit d'où je parle, puisque beaucoup connaissent le centre collaborateur de l'OMS, mais peut-être pas tout le monde. Donc juste pour resituer un peu notre propos, il faut imaginer que le centre collaborateur c'est pas une entité à part. On est administrativement rattaché à l'EPSM Lille Métropole. Donc on a un fonctionnement vraiment lié à l'hôpital public, qui nous permet également aussi d'avoir un ancrage de terrain, puisqu'on est présent aux instances de l'établissement, et y compris du groupement hospitalier de territoire, qui s'est officialisé plus récemment. Le centre collaborateur, donc ce sont ces centres qui font vraiment l'interface entre la politique internationale de l'OMS et le fonctionnement à l'échelle d'un pays, donc notamment la législation française. Il faut imaginer qu'il y en a, je crois, un peu plus de 800 dans le monde, dans toutes les spécialités, un peu moins d'une cinquantaine dans le champ de la santé mentale, et donc il n'y en a qu'un en France qui est basé à Lille et qui a été dirigé par le docteur Roland, sachant que l'existence du centre repose pour l'OMS sur l'existence du secteur de psychiatrie générale 59G21, qui est un secteur que le docteur Roland a également dirigé, donc il a été chef de pôle, et qui a été une forme donc qui se base à Lille-Est, sur les secteurs de Lille-Est, et qui a été repéré par l'OMS comme une forme de laboratoire clinique, une forme de lieu d'expérience probante des règles et des recommandations de l'OMS sur le terrain. Ce qui est assez intéressant pour l'OMS, parce qu'il y a beaucoup de centres qui sont très universitarisés, donc qui mènent beaucoup de travaux scientifiques, etc. Il y en a assez peu qui mettent en application assez rapidement les recommandations de l'OMS et qui font un retour à l'OMS. Donc, c'est intéressant pour eux et ça a été un peu l'histoire du centre. C'est dans ce sens-là que ça a été reconnu comme un centre collaborateur. Et donc, on a un fonctionnement assez exigeant posé par l'OMS. On est reconduit tous les 4 ans. Là, on est dans une période un peu particulière, un peu lourde, pour rien de vous cacher, puisqu'on est à la fin d'une période de 4 ans, 2018-2022, et donc on est à la veille de la reconduction officielle du centre par l'OMS. Donc, on doit fournir toute une série de documents, de livrables, ce qu'ils appellent les livrables, qui justifient les actions qu'on a pu mener en écho avec les objectifs qui ont été posés par l'OMS il y a ça 4 ans. C'est une période assez importante. Donc ça, c'est les liens que l'on a avec l'OMS et puis les liens que l'on a avec le territoire.
passe essentiellement par le groupement de coopération sanitaire qui est coordonné par Alain Danet, que vous connaissez peut-être déjà là-bas, enfin, assis là-bas, et qui coordonne ce groupement qui vise à coordonner des établissements dans l'idée de créer du réseau, créer un réseau national, de faire en sorte qu'il y ait une mutualisation, que l'on puisse capitaliser sur les pratiques existantes et que l'on puisse à la fois créer de l'échange entre ces établissements qui adhèrent au réseau, mais également d'avoir une force de rayonnement des actions auprès des établissements pour faire connaître les actions du centre. Donc voilà, on a globalement des financements assez divers, mais la majorité des membres de l'équipe sont financés par le PSMI Métropole. On a également des financements qui viennent de la Direction générale de la santé. On est indépendant, mais il y a 2 postes qui sont portés et qui apparaissent dans la feuille de route santé mentale et psychiatrie, donc notamment le programme Quality Rights et les conseils locaux de santé mentale, qui sont financés par la Direction générale de la santé, pardon, pas les CLSM, le programme Quality Rights et le programme médiateur de santé pair. Donc voilà, avec une partie financée par la DGS et puis pour les conseils locaux de santé mentale, on est également cofinancé par la NCT, donc l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et puis le centre répond en tant que centre de recherche à des appels à projets et donc tente d'obtenir des financements pour porter des actions, même si elles sont ponctuelles dans le champ de la formation ou de la recherche. Donc ça c'est l'historique, mais que j'ai évoqué tout à l'heure, l'historique du centre. Donc c'est juste pour dire qu'il est très ancien, c'est un des centres dans le champ de la santé mentale qui a le plus d'ancienneté et qui du coup s'exprime aussi au regard de l'expérience qui est la sienne dans le champ et l'applicabilité des actions de santé mentale en France. Et puis sur le modèle que je décrivais actuellement, à savoir sa reconduction tous les 4 ans, c'est un modèle qui est mis en place depuis 2006. Donc ça fait maintenant quasiment une quinzaine d'années qu'on fonctionne comme ça. Alors concernant les valeurs qui sont les nôtres, on est animé, le centre est animé, alors certes, vous l'avez compris, par la politique internationale de l'OMS, mais également par un certain nombre de valeurs qui nous sont parfois rangées du côté d'ailleurs assez malheureux, du côté un peu anticonformiste, qui est un peu compliqué à gérer, puisque le centre a eu une forme de plaidoyer, a eu une forme de militantisme à un certain moment pour porter à la connaissance publique, on va dire, et de ses collègues, donc dans le champ sanitaire, auprès des professionnels, mais aussi auprès de la population générale, la façon dont l'OMS voit la psychiatrie et la santé mentale. Et c'est vrai que ça fait un pas de côté, il faut se le dire en toute honnêteté, ça fait un pas de côté par rapport à la façon dont a été déployée la psychiatrie et la façon dont est priorisée et pensée la santé, et notamment les modalités d'une action sanitaire, quand bien même elle représente un enjeu de santé publique important. Eh bien, la façon dont est pensée la santé, en tout cas en France, et notamment la psychiatrie. Donc, ça a incité le centre à écrire des valeurs qui sont une forme de fil rouge qui guide l'ensemble des actions du centre, et y compris l'ensemble des activités de recherche qui peuvent être menées par le centre. Alors, je vais les lire, ces valeurs, je ne peux pas les paraphraser parce qu'elles ont été validées en interne par l'équipe, sachant qu'autour de la table, quand on parle de l'équipe du CCOMS, on parle de l'ensemble des parties prenantes, donc les personnes directement concernées, les usagers, les aidants, les professionnels, qui sont de backgrounds pro assez différents. Il y a des psychologues, il y a des sociologues, il y a des médecins, il y a des psychiatres. Donc vraiment des regards pluriels, pluriprofessionnels, et ce sont des valeurs qui ont été réécrites, donc on essaie d'actualiser au gré du contexte et qui ont été réécrites cet été. Donc je vais vous les lire. La première valeur, c'est l'implication de toutes les citoyennes, tous les citoyens, afin de faire de la santé mentale l'affaire de toutes et tous. Ça, on l'a beaucoup entendu parler, l'idée de dire que la santé mentale concernait tout le monde, alors qui plus est en contexte Covid, qui a montré à quel point on avait toutes et tous une santé mentale. Deuxième valeur, l'affirmation des droits et de la pleine citoyenneté des personnes usagères des services de santé mentale, telle que promue par la Convention internationale de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées. Donc, je reviendrai dessus en présentant le programme Quality Rights. On cite explicitement la CIDPH dans les valeurs qui sont les nôtres, parce que la CIDPH est un texte international, normalement supranational, qui a été ratifié par la France en 2010, mais qui, comme beaucoup de textes, je crois que c'est beaucoup étudié, notamment par les sciences politiques, qui est contrarié dans son application, on va dire, en France. C'est très compliqué. On sait qu'il y a un standard international qui est très exigeant, qui est très, très ambitieux et qui se heurte clairement à la législation française. Donc, le repère des actions qui sont menées par le centre, c'est la Convention internationale aux droits des personnes handicapées. La troisième valeur, c'est la lutte contre la stigmatisation et la discrimination des personnes confrontées à une souffrance, un trouble ou une situation de handicap d'ordre psychique.
sachant que cette valeur-là, c'est peut-être la plus ancienne, la plus historique, l'idée de travailler sur la lutte contre la stigmatisation et la discrimination, qui est en fait une valeur socle, d'où partent toutes les autres, pardon, et sans laquelle on ne peut pas faire avancer les autres actions. Quatrième valeur, la promotion des services de santé mentale, sanitaires, psychiatriques, sociaux et médico-sociaux, intégrés dans la cité, avec un grand C, sur des territoires de proximité. La cinquième valeur, la participation effective des personnes usagères des services de santé mentale, des aidants et proches, à l'amélioration de la qualité des services, de la recherche et de la formation. Donc là, on insiste aussi assez largement sur la participation des personnes, participation effective, c'est un mot sur lequel tout le monde n'était pas d'accord, mais au final, on a trouvé un consensus. Participation effective dans le sens efficient, applicable, maîtrisé, voilà, compris. C'est ça qu'englobe la partie, le mot effectif. Et on insiste également sur le triptyque service de soins, recherche et formation, parce qu'on est convaincu, et c'est ce que l'OMS nous demande de faire également depuis de nombreuses années, de pouvoir soutenir la participation des usagers à l'ensemble des actions qui les concernent, quelles que soient ces actions. Et enfin, sixième valeur, la reconnaissance et la valorisation des savoirs expérientiels en santé mentale. Alors, je ne vous cacherai pas que c'est un très gros sujet qui a fait l'objet de la construction d'un groupe de travail au sein du Centre collaborateur de l'OMS qui pose énormément de questions. C'est un groupe de travail qui a été mis en place il y a maintenant un peu plus de 2 ans et qui se heurte à la définition des savoirs expérientiels. Probablement qu'on est maintenant assez nombreux, c'est en tout cas assez politiquement incorrect de dire qu'on est contre les savoirs expérientiels, ça c'est une chose. Mais la façon dont on peut les penser, la façon dont on peut les définir, dont on peut les valoriser et dont on peut soutenir leur diffusion pose beaucoup de questions. Ça pose beaucoup la question de l'articulation entre savoir académique, savoir expérientiel. Et cette articulation-là pose la question de la hiérarchie des pouvoirs, des savoirs dans les institutions qui sont les nôtres. Et donc, ça ouvre comme ça une multitude de portes qui sont, à notre sens, indispensables à travailler, mais qui sont pas simples. Et que du coup, on a directement ramené dans une valeur pour exprimer la priorité qu'on portait sur cette notion-là. Au niveau des partenariats, je ne vais pas tout lire, c'est juste en guise de repère pour exprimer que les CCOMS a à la fois des liens à l'international, à la fois des liens en national, également avec des représentants de l'État, notamment nos tutelles, et on s'attache bien évidemment à travailler avec l'ensemble des partenaires qui sont les nôtres, donc à la fois les associations de professionnels, parfois sociétés savantes, mais également associations représentatives d'usagers et proches aidants. La dernière ligne mentionne plutôt les partenariats, on va dire, universitaires, parce qu'on est amené à travailler avec l'Université de Paris 13, également l'Université de Paris 7. Il y a quelques membres de l'équipe qui ont une activité de recherche et qui émargent à une équipe de recherche de santé publique et l'équipe ESSEV, dirigée par Karine Chevreul et Corinne Alberti. Donc voilà, des partenariats qui sont assez multiples et qui se situent à la fois aux 2 niveaux, à la fois internationaux et nationaux. Donc ça, c'était juste une slide sur le groupement de coopération sanitaire pour dire qu'aujourd'hui, il regroupe 25 établissements membres. Et c'était juste pour signifier un peu leur répartition géographique. Il est animé par un conseil scientifique qui est le même que celui du CCOMS et qui propose une double démarche, à la fois le conseil scientifique et consultatif. Donc, il est à la fois mobilisé pour les actions portées par le centre et proposées, mais on essaie également d'engager avec Alain Danet une démarche un peu plus bottom-up, comme disent les Anglais, où les établissements membres du groupement peuvent également participer de manière proactive à l'ensemble des actions qui peuvent être portées par le centre ou directement sur le groupement. Donc, on essaie aussi d'avoir cette double dynamique à la fois d'information de ce qui se passe à un niveau international et puis également de remontée de terrain avec des idées directement issues des établissements membres du groupement. Alors, simplement pour dire quel a été le plan d'activité qui a été celui du centre sur ces 4 dernières années, qui va globalement, on attend de pouvoir le présenter à l'OMS et que ça puisse être validé, mais qui globalement va rester le même pour les 4 années à venir, peut-être avec une répartition et une ventilation des activités dans chacun des axes de travail qui va un peu se modifier. Mais c'est juste pour vous donner les repères sur les grands axes de travail qui ont été les nôtres sur ces 4 dernières années. L'OMS parle de termes de référence pour parler d'un axe de travail. Donc, le premier terme de référence, celui qui est tout à gauche, qui est le plus ancien, c'est soutenir l'OMS pour la promotion
et la documentation des bonnes pratiques en matière de services de santé mentale communautaire. Donc ça, on va dire que c'est presque le terme de référence le plus large dans lequel on pourrait faire rentrer l'ensemble des actions, mais qui consiste clairement en l'accompagnement de la transformation des pratiques et en la conduite de changement que j'évoquais tout à l'heure avec l'ensemble des outils que propose aujourd'hui le centre. Le deuxième terme de référence concerne plus directement le programme Quality Rights, donc un programme de l'OMS que je présenterai tout à l'heure, qui s'attache à l'évaluation de la qualité et du respect des droits des personnes vivant avec un problème de santé mentale en France et dans les pays francophones. Donc, il y a une double mission, à la fois le déploiement du programme Quality Rights en France et en francophonie. Donc, il y a eu là beaucoup de déplacements par certains membres de l'équipe en francophonie qui ont permis de déployer ce programme et qui d'ailleurs nous montrent que les actions qui sont déployées sont clairement exportables et généralisables et puis montrent des capacités d'adaptation dans les contextes culturels que sont les pays dans lesquels on intervient, qui est assez intéressante à observer. Le troisième terme de référence vise à aider l'OMS à promouvoir la participation des usagers et des citoyens au service de santé mentale, à la recherche et à la formation, donc en insistant toujours sur ce triptyque service de soins, formation, recherche. Et la participation des usagers, c'est vraiment peut-être le terme de référence sur lequel on va mettre encore davantage un peu l'accent sur les 4 prochaines années, puisqu'on a assez largement identifié qu'elle se déclinait sur plusieurs niveaux et qu'à notre sens, c'était également un levier d'action assez puissant de la transformation des pratiques dans les services de soins. Et enfin, le quatrième terme de référence, c'est l'axe de travail le plus récent, qui a été écrit dans les suites de l'implication du centre dans un projet international relatif à la e-santé mentale, donc le projet IMEN, peut-être que vous en avez déjà entendu parler parce qu'on a fait beaucoup de communication dessus, mais qui nous invite à contribuer à la connaissance et au développement de la e-santé mentale en tant que technologie innovante, toujours en essayant de garder à l'esprit les valeurs du centre et ce fil rouge lié à la participation des usagers qui, pour le coup, croyez-moi, est assez difficile dans le champ de la santé mentale numérique, enfin, du numérique globalement, parce qu'on a une rencontre de mondes professionnels et un choc des cultures qui est parfois assez important, mais du coup qu'il est intéressant de travailler pour être sûr que la technologie et l'innovation puissent se diffuser de manière efficiente et efficace. Donc voilà un peu pour le CSOMS. Par ailleurs, n'hésitez pas à m'interrompre, à me poser des questions. J'espère qu'on aura un temps d'échange à la fin, parce que c'est vraiment une présentation qui se prête à l'échange et au débat, hein, puisque ça pose ça pose beaucoup de questions, puisque ça n'apporte des réponses. Ça apporte des réponses quand même, mais ça pose beaucoup de questions, surtout vu le contexte actuel, voilà, de projection démographique que l'on connaît en psychiatrie. Et qui peut partiellement impacter l'ensemble de ces idées-là, en tout cas qui peut un peu les modifier et qui peut nous faire réfléchir sur la façon dont on pense qu'elles puissent être applicables dans les années à venir. Donc, concernant les repères internationaux, dates clés et plan OMS, c'était juste pour qu'on se redonne quelques repères ensemble. Moi, à chaque fois que je présente ces slides-là, je suis toujours frappée moi-même par l'ancienneté des textes et le temps qui s'écoule entre vraiment un texte OMS et la première émergence du mot. Alors, on va dire que rétablissement en France, ça a été prononcé il y a 4-5 ans de manière un peu plus forte. Maintenant, le mot s'est un peu déformé. On dit rétablissement, et puis pour le moment qu'il a glissé. Il y a eu un glissement sémantique entre guérison, rétablissement. Pourtant, il y a eu beaucoup d'actions de pédagogie qui ont été faites pour expliquer vraiment ce que ça recouvrait. Il y a eu la prise de parole des personnes directement concernées. Mais bon, ça reste encore des notions qui sont à travailler et qui sont à stabiliser. Donc, simplement, c'était une remarque. Juste pour dire un des premiers textes fondateurs qu'il est important d'avoir en tête, c'est la déclaration d'Alma-Ata. Première déclaration en 1978 qui rappelle ce qu'est la santé et en fait qui s'est attachée plus spécifiquement à énoncer la façon dont on pouvait penser l'articulation entre soins de santé mentale et soins de santé primaire. Donc ça a défini une bonne partie du fonctionnement du G21 qui a été dirigé par M. Roland pendant de nombreuses années et qui clairement a pensé une articulation assez serrée. Donc je vous présenterai la pyramide, ce qu'on appelle la pyramide de l'OMS tout à l'heure, pour laquelle il y a également une évaluation du coût qui a été faite et qui a mis en évidence les forces de cette articulation comme porte d'entrée. Donc la formation de la médecine primaire aux soins de santé mentale et l'idée d'une proximité qui n'a pas du tout été culturellement travaillée entre psychiatrie et médecine générale jusqu'alors. Il y a eu quelques expérimentations, notamment dans voie de courrier, très pratiques, notamment qui avaient été faites dans le Nord.
Mais voilà, un point assez important de la déclaration d'Alma Ata sur sur ce rapprochement entre soins de santé mentale et soins primaires. Et donc, qui rappelle ces quelques points de texte que je n'ai pas transformés, mais qui sont directement issus de la déclaration. Donc, qui rappelle la définition de la santé comme un droit fondamental de l'être humain et l'accession au niveau de santé le plus élevé comme un objectif qui n'est pas seulement sanitaire, mais qui est également un objectif social et qui est important à garder en tête puisque, alors c'est pareil, malheureusement, le contexte Covid nous le fait savoir, mais l'OMS insiste beaucoup et ça justifie aussi son approche santé globale. Et également la demande très forte d'articulation du monde de la santé et du sanitaire avec l'ensemble des autres acteurs du champ de la santé mentale, médecine primaire, élus et autres champs de la santé mentale, mais comme un levier très fort d'augmentation de la santé des populations. Donc à la fois un objectif sanitaire, mais également plus largement un objectif social. Ensuite, tout être humain a le droit et le devoir de participer individuellement et collectivement, et c'est la notion d'individuel et de collectif qui est importante, à la planification et à la mise en œuvre des soins de santé qui lui sont destinés. Alors, c'est des phrases qui paraissent assez simples, assez logiques, mais qui ont été énoncées en 1978. Et enfin, les soins de santé primaires sont les soins de santé essentiels, universellement accessibles. Ils sont le premier niveau de contact des individus avec le système national de santé, rapprochant le plus possible les soins de santé des lieux où vivent et où travaillent les gens. Donc, qui est très en écho aussi avec la politique de secteur, en tout cas ce qu'a essayé de faire le secteur dès les années 60 avec cette notion de proximité, mais dont on a constaté là plus récemment, en tout cas moi je parle de la période aussi où j'étais interne, entre 2010 et 2014, où cette proximité-là n'a pas toujours été, à mon sens, aussi facile à mettre en place et qui doit probablement redevenir un peu le sens une priorité très forte de l'articulation entre soins de santé primaire et soins de santé mentale. Sachant que, y compris en contexte Covid, c'est malheureux de devoir prendre l'exemple à chaque fois, mais on s'est aussi rendu compte que sur le lit de stigmatisation et parfois de discrimination, l'accès aux soins de santé somatique restait compliqué, même en 2020, 2021, pour les personnes qui vivent avec un trouble psychique. Donc, d'où l'importance d'articuler encore plus sérieusement ces soins et de générer une porte d'entrée plus forte. Connaissant également la stigmatisation et la discrimination, il y a eu beaucoup de chiffres qui ont été amenés sur le fait que la première personne ou le premier soin vers lequel on se tourne n'est pas la psychiatrie quand on présente un problème de santé mentale, mais bien la médecine générale. Ensuite, en 86, il y a eu la charte d'Ottawa, que maintenant on connaît bien, qui est souvent rappelée, donc qui s'est attachée à définir ce qu'est la promotion de la santé mentale. Je ne pouvais pas ne pas citer la charte d'Ottawa, puisqu'en 86, l'OMS donne les principes directeurs de ce que doit être la promotion de la santé mentale. Et en 2020, en contexte de crise, le système de santé tel qu'il s'est présenté pour résister, on va dire, au contexte pandémique, a eu des points de faiblesse qui ont été marqués par notamment le rapport du Haut Conseil de santé publique. Et les points de faiblesse ont été clairement axés sur les actions de prévention et de promotion dans le champ de la santé mentale qui étaient peu systématisées. Donc, je crois que c'est quand même important de se rappeler que ces actions de promotion, ont été écrites depuis longtemps. Tout le monde se fait une idée assez claire de ce que peuvent être des actions de promotion. En pratique, c'est plus compliqué. Et puis, il y a également quelque chose qui a été pointé par le rapport du Haut Conseil de santé publique, c'est que l'identification des acteurs pour porter des actions de promotion en santé mentale n'est pas facile. En tout cas, je trouve, mais je parle sous votre contrôle, mais je trouve que dans le champ du sanitaire, les actions de promotion ne sont pas définies comme des actions qui doivent être portées par le corps médical ou sont pas directement pensées en articulation, en tout cas avec les professionnels du sanitaire. Donc ça pose question sur la diffusion des actions de promotion, qui les porte, avec quelle systématisation. Donc la promotion de la santé a pour but de donner aux individus davantage de maîtrise de leur propre santé, davantage de moyens pour l'améliorer. Ça aussi, c'est très ancien, 86, mais ça fait vraiment écho à ce qu'on appelle aujourd'hui l'empouvoirment en français ou empowerment, sur cette capacité d'autodétermination, de capacité d'agir, et vise cette nécessité d'augmenter la littératie en santé de l'ensemble de la population pour faire en sorte qu'elle puisse davantage s'autodéterminer et agir pour elle-même à l'échelle de la population ou des individus. Et enfin, autre notion importante sur laquelle insiste l'OMS, c'est la notion de santé perçue comme une ressource et non pas comme un but. Alors, si on perçoit la santé comme une ressource, c'est plutôt quelque chose sur lequel on capitalise et quelque chose de positif dans lequel on va puiser. Non pas que rester en bonne santé ne puisse pas continuer d'exister en tant que but, mais ce n'est pas que ça.
Donc, la charte de Talley le rappelle, la santé est perçue comme une ressource et non comme un but de la vie. C'est un concept positif qui met l'accent sur les ressources sociales et personnelles et sur les capacités physiques des individus. Alors, ensuite, il y a eu toute une série de plans qu'il est bon aussi de se rappeler pour comprendre d'où émergent les notions de citoyenneté, d'empowerment, de rétablissement dans le champ de la santé mentale. Il y a eu le plan Europe de 2005 qui a été écrit pendant la conférence d'Helsinki, pour lequel là, j'ai pris les 8 points, on va dire, principaux, 8 ou 10, 8 points principaux de ce rapport. Donc, intitulé Santé mentale, relever les défis, trouver des solutions. On pourrait garder le même intitulé là en 2021 en France. Mais donc, il énonce les points suivants. Le premier point, c'est le développement de services de proximité pour traiter et soigner les personnes ayant des problèmes de santé mentale dans la collectivité. Donc ça, c'est une notion assez forte qui fait le lit un peu des prochaines actions écrites dans ce plan. Deuxième point, des équipes spécialisées doivent être mises en place pour traiter les groupes sensibles dans leur milieu. Ces services devraient être accessibles 24 heures par jour, 7 jours sur 7, et devraient être dispensés par une équipe multidisciplinaire mobile. Donc l'idée dans ce plan commence à soutenir l'idée du changement du système très hospitalo-centré, en tout cas si on l'applique au système français, très hospitalo-centré, et qui prévoit, donc ça fait 20 ans que ça a été écrit, qui prévoit le développement d'équipes mobiles, et d'équipes mobiles sous deux angles, la prise en charge de l'urgence et puis la prise en charge de situations plus sévères avec des soins intensifs, mais qui se veulent flexibles, mobiles, réactifs, au contact et en territoire de proximité pour les personnes directement concernées. Ensuite, offrir des services résidentiels, alors qui appellent plusieurs choses, hein, à la fois les partenariats avec les acteurs du champ social, l'accès au logement, et puis également, tel que ça a pu se développer sur le G21, des accueils type accueil familiaux thérapeutiques, qui étaient déjà signifiés de manière un peu indirecte dans ce plan-là. Quatrième point, fournir des services de prise en charge des urgences assurés par des équipes d'urgence mobiles ou rattachées aux hôpitaux. Donc ça, c'est ce que je disais sur la notion d'équipe mobile et le caractère que peuvent recouvrir ces équipes. Pardon. Le cinquième point, assurer la promotion, la prévention et l'information. Donc l'information en population générale, mais ça c'est aussi très en écho avec les deux chartes, enfin la déclaration d'Helsinki et la charte d'Ottawa que je vous ai présentée juste avant, sur ces actions de promotion, de prévention et d'augmentation en fait de l'information de la population visant la capacité d'agir pour soi et l'autodétermination. Le sixième point, des relations doivent être établies avec les services de santé primaire et avec les services assurés dans le cadre des hôpitaux généraux. Donc ça aussi, hein, c'est ce que j'évoquais, cette articulation très étroite entre soins de santé primaire et soins de santé mentale. C'était déjà écrit dans le plan de Europe OMS 2005. Enfin, mener des activités de recherche et de formation en santé mentale communautaire. Ça, c'est un point également un peu sensible. Il y a deux façons de le voir. Soit on pense qu'en France, la recherche est assez développée. En l'occurrence, on sait que les budgets qui sont alloués à la recherche dans le champ de la santé mentale ont été vraiment pointés comme trop faibles. Et enfin, se pose la question de savoir comment on flèche la recherche. C'est vrai qu'on a quand même on a été emprunt à une vision très biomédicale jusqu'alors, qui ne doit pas rester exclusive et qui doit permettre aussi de mener des actions de recherche avec des actions type évaluation médico-économique, essayer de comprendre un peu, comme le font beaucoup les Anglais, comment on arrive à évaluer les systèmes de soins, comment on les fait évoluer et comment on les comprend. Ça nous aiderait à prioriser des actions de déploiement pour penser la transformation des pratiques, et puis également des recherches qui s'attachent à étudier les modèles comme celui qui a été développé au 59 G21, qui historiquement présente un modèle pour lequel on pourrait penser une évaluation médico-économique. Et donc enfin, le huitième point, ce sont le travail en réseau, le travail en partenariat avec l'ensemble des acteurs du champ de la santé au sens large, donc les acteurs de la protection sociale, de l'emploi, du logement, de la justice. Ça, c'est la vision vraiment très OMS, de dire si on considère que la santé est également un enjeu social, alors on doit s'attacher à la compréhension de l'ensemble des déterminants sociaux de santé, et donc des déterminants sociaux de santé mentale pour penser l'amélioration de la santé mentale des populations. Et ça, pour le coup, on l'a directement vu avec le Covid. Enfin, les chiffres ont été très clairs. Les personnes qui étaient les plus précaires, ceux qui vivaient dans les logements les plus insalubres, c'est ceux qui étaient dans des conditions, on va dire, socio-professionnelles les plus difficiles, étaient ceux qui étaient les plus exposés aux conséquences au niveau santé mentale du Covid. Donc, c'est assez linéaire. Hein. Ça, c'est connu. Il n'y a personne qui dit le contraire, mais c'est vrai qu'en pratique,
c'est compliqué de prendre en considération ces déterminants sociaux de santé mentale et surtout de proposer des actions qui permettent d'agir directement dessus. En tout cas, c'est pas évident, je trouve, de penser l'articulation entre le sanitaire et le champ médico-social / social et de penser une articulation pérenne qui dépend pas seulement de facteurs locaux ou environnementaux pour penser cette articulation-là. Donc ensuite, il y a eu le plan d'action pour la mise en œuvre d'une stratégie européenne pour la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles, peu importe le titre, mais il y a eu un autre plan de l'OMS qui a marqué les 4 années comprises entre 2012 et 2016. Et je voulais mettre ce plan-là parce que donc c'est 2012, ça fait quasiment 10 ans. C'est dans ce plan-là qu'émerge vraiment la notion de participation des usagers, la notion d'évolution des responsabilités, d'empowerment, commence vraiment à être de manière très présente les concepts que l'on discute beaucoup aujourd'hui qui fondent le développement de la santé mentale communautaire, donc rétablissement, citoyenneté, empowerment, pair aidance, participation des usagers, qui sont ces termes qui sont parfois un peu valises, mais qui sont en fait énoncés depuis bien longtemps dans le plan. Donc, il y a eu des termes un peu comme cela, évolution des responsabilités des patients et des professionnels des soins de santé, de manière à ce que ces premiers puissent jouer un rôle essentiel dans la prise en charge de leur maladie. Ensuite, stratégie d'autonomisation, utiliser plus efficacement les services de santé, commencer à être cités les groupes d'entraide, les organisations de patients, les associations de défense, donc avec la reconnaissance de la nécessité d'associations, de plaidoyer et de défense de représentation des usagers et des aidants. La notion de relation de partenariat, qui est également évoquée dans ce plan-là, entre les patients, les aidants, les soignants, en offrant des choix, des informations et des capacités. Donc, ce travail partenarial, qui est aussi une valeur très forte, que l'on a remise dans les valeurs du centre, est une valeur très forte qui est véhiculée par l'OMS depuis maintenant un peu plus de 10 ans et qui, je crois, fonde clairement Là, en ce moment, on parle beaucoup de la participation, de l'engagement des usagers, avec une applicabilité de ces notions-là qui est encore un peu délicate à rendre concrète, mais voilà, qui fait écho à ce texte-là. Et là, il rajoute également dans ce plan-là, il a été également démontré scientifiquement que la qualité des services et des soins dans le domaine de la santé mentale augmentait avec la participation active des personnes souffrant de problèmes mentaux et de leur famille. Les patients et leurs aidants devraient aussi contribuer à l'élaboration des programmes pédagogiques et participer à la formation. Ça, c'est aussi un point qui est assez fort, qui est plus récent en France. Moi, en tout cas, je me souviens que pendant l'internet, j'en ai pas spécialement entendu parler. Là, il y a eu quelques initiatives, notamment à Montpellier, dans le sud, où on a commencé à faire intervenir, si on parle de la participation des usagers dans les activités d'enseignement. Il y a eu une action qui a été développée à Montpellier où il y a eu la participation d'un usager qui a pris la parole, je crois, en PACES, donc en première année de médecine. Et puis, alors, je me permets, je n'avais pas prévu de le dire, mais de faire aussi écho aux derniers résultats qui ont été menés par, vous avez peut-être entendu parler de l'enquête #Choisir Psychiatrie, qui est une enquête qui a été menée par 3 associations, l'Association des étudiants en médecine de France, l'Association des internes et l'Association des jeunes psychiatres diplômés, et qui a mis en évidence que pour le choix et pour l'attractivité en psychiatrie, il y avait 2 choses qui étaient très importantes. C'est le stage, qui clairement est déterminant, mais également la rencontre avec les patients. Ça a été dit à 2 reprises. Il y a eu beaucoup de répondants. Il y a eu 1000 étudiants en médecine qui ont répondu, qui en plus ne sont pas des étudiants en médecine qui se projettent forcément dans l'exercice de la psychiatrie. Donc, on se retire le biais de oui, mais ce sont des étudiants passionnés par la psychiatrie. Donc, je trouve que c'est quand même un point assez important. La rencontre avec les patients dans les services de soins et la rencontre avec les patients dans les activités, durant les activités d'enseignement. Donc, il y a eu vraiment toute une communication là-dessus qu'on va continuer de relayer, mais qui fait complètement écho à ça. Alors que, l'écart qu'on pourrait mesurer, c'est que la participation des usagers dans les activités d'enseignement, c'est pas acquis. Ça fait encore l'objet, on peut en discuter, mais ça fait encore l'objet, je trouve, d'initiatives très locales, très dépendantes d'un leadership local, institutionnel, etc. Mais c'est pas établi, c'est pas systématisé, on va dire, dans les universités et puis dans le parcours de formation des médecins. Donc, voilà, sur 2012-2016, la notion de participation, d'engagement des usagers, de nouvelles symétries de leur relation de soins, de construction de travail partenarial, tout ça, c'est à ce moment-là que ça émerge. Et puis plus récemment, dans les plans, puisqu'il y en a eu 2, 2013-2020, il y a eu d'abord un plan d'action global, à l'échelle monde, on va dire, qui a été écrit par l'OMS et puis qui a été mis en application quelques mois plus tard, dans le cadre d'un plan européen d'action pour la santé mentale qui a été adopté en septembre 2013. Et que disent ces plans-là? Donc, ce plan-là, je le cite parce qu'il fait encore référence.
sachant qu'il a été élargi sur la période 2013-2030. Donc, que dit ce plan d'action ? Il met en avant, l'OMS a clairement mis à cette période-là un focus très important sur la santé mentale, donc qui a été mise en valeur, promue et protégée, qui reconnaît les troubles psychiques comme une priorité et qui, de manière très prioritaire, énonce également la notion de droit et du fait que les personnes qui vivent avec un trouble psychique sont également capables d'exercer tous leurs droits humains. Alors, c'est pareil également une phrase assez simple. Alors, c'est toujours comme ça avec l'OMS. Alors, c'est peu eux qui l'ont dit. Je reparle avec un c'est pas leur adage. Mais penser global, agir local. L'idée, c'est d'avoir des grands principes directeurs que l'OMS nous donne et pour lesquels on doit penser une applicabilité française au regard du contexte qu'est le nôtre. Donc, l'exercice des droits humains, on va dire que c'est pareil. Une fois de plus, je pense que personne n'est vraiment contre le fait qu'on puisse respecter les droits humains des personnes qui vivent avec un trouble psychique. Là où c'est plus compliqué, c'est quand on met l'exercice des droits humains, tout ce que ça recouvre de manière assez large, et la législation et les textes, notamment de soins sous contrainte, le fait que la contention soit encore autorisée, y compris le recours aux pratiques d'isolement, c'est quand on commence à rentrer dans le détail de ces pratiques-là que généralement se heurtent un peu plus les idées entre respect des droits et les pratiques. Donc, c'est également tout l'exercice que l'on propose au centre de pouvoir articuler de la meilleure façon qui soit et puis de guider une psychiatrie qui s'oriente de plus en plus vers le respect de ces standards internationaux qui sont certes très ambitieux, qui ne sont pas du tout simples à mettre en application, mais qui doivent, selon nous, être le principe directeur de l'ensemble des transformations qui sont menées. Et je pense que donc demain matin, on en aura l'application directe. Et il y a des services qui arrivent à fonctionner de cette manière-là. L'idée, c'est également de les montrer, de leur donner la parole et puis de dire que c'est possible. Mais juste, voilà, en écho à ce texte-là, 2013-2020, c'est très difficile. Ça fait plus de quasiment 10 ans, du coup, maintenant que ces principes fondateurs ont été écrits et pour lesquels on sent que la façon dont ça peut être questionné, ou en tout cas compris comme un principe fort de l'OMS, parce qu'on répète au final, cette politique internationale de santé mentale n'est pas encore complètement acquise, ou en tout cas continue encore de questionner sur le bien fondé qu'il peut avoir pour la psychiatrie en France. Autre notion forte de ce plan d'action, c'est la notion de rétablissement, donc explicitement écrite, qui est une notion qui a été convoquée par Anthony dans les années 90, en 93, je le redirai après, mais qui est repris là aussi dans un plan de l'OMS, donc c'est très important, et qui énonce que le but est de promouvoir le rétablissement et d'atteindre le plus haut niveau possible de santé et de participation complète à la société et au monde du travail. Ça, c'est pareil, c'est un terme qui a été beaucoup calvaudé. Les pratiques orientées rétablissement, foncièrement, c'est toujours un peu compliqué de savoir ce que ça convoque. Mais ça convoque l'ensemble de ces concepts-là, et puis dans l'idée d'un changement de paradigme que je vais présenter juste après. Donc, quels que soient les plans, on va dire qu'il y a des principes transversaux qui restent la marque, on va dire, de la politique internationale de santé mentale portée par l'OMS, qui sont des soins universels, le respect des droits de l'homme, des pratiques qui sont basées sur les preuves, donc ce qu'on appelle evidence-based de manière, on va dire comme repère anglo-saxon, bien que une pratique, la preuve, la donnée probante ou la bonne pratique en France reste quand même quelque chose qui reste compliqué à développer. Une approche tout au long de la vie avec cette notion de protection sanitaire obligatoire pour l'ensemble des membres de la population, une approche multisectorielle avec un travail en réseau, partenarial, pas seulement porté par le sanitaire, un enjeu, on va dire, de santé publique, sociale, dont la psychiatrie fait évidemment partie de l'équation, mais pas seulement. Et enfin, qui rappelle que le pouvoir d'agir des personnes ayant des troubles psychiques doit être rendu prioritaire ou doit être visé par l'ensemble des actions qui sont proposées au titre de soins, notamment par la psychiatrie et la santé mentale. Le verbatim utilisé, c'est permettre aux personnes atteintes de problèmes de santé mentale d'effectuer un choix et de participer à leurs propres soins, et ce, en fonction de leurs besoins et de leur sensibilité culturelle. La notion de sensibilité culturelle est également très importante, puisqu'on sait que les repères ou la façon dont on recourt aux soins de santé mentale est plus ou moins différent selon notre background, bien évidemment, notre background culturel. Donc, je citais ces deux plans, on va dire, global et européen de 2013-2020, puisqu'ils restent la référence. Ils ont été élargis pour la période 2013-2030. Et ce que nous dit l'OMS, donc en fait, ils ont modifié des objectifs, des indicateurs, ils ont précisé.
mais ils ont continué de mentionner 4 objectifs principaux qui restent inchangés dans ce plan-là, et qui sont ces 4 objectifs suivants. Donc, un leadership et une gouvernance plus efficaces en matière de santé mentale. Donc, le directeur général de l'OMS s'était prononcé dans ce sens-là, y compris en contexte Covid, pour inciter les pays à prioriser l'investissement dans le champ de la santé mentale et en faire une priorité à l'échelle nationale. Deuxième point, la fourniture de services de santé mentale et de soins sociaux complets et intégrés dans des environnements communautaires, qui nous incitent encore et encore à opérer cette bascule d'un système hospitalo-centré à un déploiement de soins dits communautaires intégrés dans les cités de proximité et donc ambulatoires, avec tout ce que l'on peut décliner et comprendre, notamment du développement des équipes mobiles et de toute cette stratégie de soins. Troisième objectif, la mise en œuvre de stratégies de promotion et de prévention. Et le quatrième point, le renforcement des systèmes d'information, des preuves et de la recherche, en insistant bien sur les activités de recherche qui doivent être menées, mais pas seulement sous le prisme biomédical, mais également sous l'angle de la santé publique dans ce champ-là. Donc ça, c'est la pyramide OMS que j'évoquais tout à l'heure et qui est également reprise dans l'ensemble de ces plans et qui est une indication assez importante pour penser la transformation des pratiques, qui a été proposée à de nombreuses reprises aux tutelles et qui nous dit en fait que on devrait avoir un système comme celui-là avec une base, la base de la pyramide très très large qui s'attache à développer le self-help, le self-care et donc tout ce qui est soins de proximité, soins de santé primaire et entraide. Donc c'est à cet endroit-là que l'OMS estime qu'il y a le plus de besoins, que ça devrait être le plus déployé et qui par ailleurs coûte le moins cher. En France, on a plutôt une pyramide inversée. C'est plutôt un investissement très fort de la pointe. La pointe représente les services de psychiatrie. Le deuxième, c'est l'hôpital psychiatrique tout en haut, le service de psychiatrie dans les hôpitaux généraux en deuxième étage. Encore en dessous, c'est les services de santé primaire. Et encore en dessous, c'est tout ce qui va être action de promotion et de prévention dans la santé. Le MES nous dit que vous devriez capitaliser sur ces actions-là à faible coût, mais extrêmement rentables pour la santé des populations. En France, on a encore on pourrait presque la laisser un peu de travers si on n'admet pas qu'elle est complètement sur la pointe, mais on continue quand même d'avoir un investissement encore très fort vers un secteur hospitalier et puis un soin de dernier recours. Donc, on a encore du mal à inverser cette pyramide et faire en sorte que la base la plus large des soins de santé mentale soit basée sur les soins de proximité dans la communauté avec des actions de prévention dès la petite enfance et de promotion très déployées. Ça, c'était juste pour vous donner aussi quelques orientations sur la politique plus récente de l'OMS qui a, dans un plan plus récent, en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies, a construit ce qu'elle appelle la stratégie objectif de développement durable, qui fixe un objectif à l'horizon 2030, qui fixe en fait le lien entre la santé et l'ensemble des cases qui ont été désignées ici, qui sont en fait des objectifs sociaux, on va dire, d'environnement social, qui contribuent pour l'OMS et pour l'ONU à un mieux-être des populations. Sachant que, alors on commence à en parler un petit peu, mais tout ce qui est migration climatique commence à être largement cité également par l'OMS, y compris sur l'interaction entre villes, santé mentale, état des villes, urbanisme et santé mentale. Donc, je pense que c'est bien d'être également alerte sur cette notion-là qui commence à sortir de plus en plus, donc qui est un sujet complètement d'actualité, mais qui préoccupe également les instances internationales. Alors, le focus qui est intéressant à faire, c'est que l'objectif de développement durable numéro 3 est celui qui est attaché à la santé et qui cite directement la santé mentale. Donc, c'est pas rien que d'avoir fait le focus. Il y avait eu un focus santé mentale par l'OMS dans le plan 2013-2020 et le focus santé mentale sous l'intitulé mieux-être, bien-être. C'est pour ça qu'on parle de santé mentale et pas de psychiatrie, parce que la psychiatrie fait partie de ce champ-là. Mais on ne peut pas faire reposer l'état de santé mentale d'une population seulement sur la psychiatrie. C'est ce que l'OMS nous dit. Et donc, qui vise dans son objectif de développement durable numéro 3, d'ici à 2030, réduire d'un tiers par la prévention et le traitement le taux de mortalité prématurée due à des maladies non transmissibles et promouvoir la santé mentale et le bien-être. Donc, c'est un focus qui est extrêmement important puisqu'il y a 17, je crois, objectifs de développement durable avec un focus très fort fait sur la santé mentale. Ça, c'est également le sens dans lequel l'OMS pense les objectifs de développement durable avec un triptyque universel pour chacun de ces objectifs, une bonne gouvernance, des villes saines. C'est pour ça que je vous interpellais sur le lien entre
l'urbanisme, les villes, la maîtrise des déterminants sociaux de santé et de santé mentale. Et le troisième point, les connaissances sur la santé, qui fait écho à cette notion d'information en population, de prévention et d'augmentation de ce qu'on appelle la littératie en santé, comme support très fort à l'autodétermination des populations. Donc voilà pour les repères, on va dire, législatifs, historiques, d'où viennent les concepts, pourquoi l'OMS pense comme ça, pourquoi le CCOMS pense comme ça. Nous, on fait référence systématiquement à ces textes-là pour penser l'ensemble de ces actions. Quels sont les concepts qui sont, c'était juste pour se dire aussi ensemble les concepts qui sont mobilisés et dont on entend beaucoup parler pour guider la transformation des pratiques quand on parle de l'ensemble de ces textes-là. Eh bien, on parle de ces 6 concepts-là. Avec 3, ils sont tous liés, ils sont tous interconnectés. Le rétablissement, le pouvoir d'agir ou l'empowerment, la citoyenneté, la pérédance, la participation des usagers, les savoirs expérientiels. Je crois que ce sont à peu près l'ensemble des concepts que l'on mobilise et que l'on énonce quand on parle de santé mentale communautaire. Et ce sont directement ceux qui doivent trouver un écho, je pense, en matière de pratique professionnelle et d'applicabilité, de penser de la façon dont on peut concevoir les pratiques à l'échelle d'un service, d'un secteur, d'un pôle, et qui doivent être probablement pour chacun trouver un écho opérationnel, même si je conviens bien que c'est la partie la plus difficile. Donc, ce sont bien évidemment des notions qui sont étroitement liées, puisque pérédance ne va pas sans participation des usagers, que la citoyenneté, on pourrait dire que c'est quand même le fil conducteur, le principe directeur de l'ensemble. Mais c'est sûr que imaginer pouvoir trouver des axes d'opérationnalisation de chacun de ces concepts reste compliqué. Dans le plan d'action que je citais 2013-2020, il y a des priorités qui ont été posées par les usagers au-delà de ces 6 concepts-là. Comment les usagers eux-mêmes voient leurs priorités. Eh bien, c'est en accord, mais je l'ai redit, puisque ça, ce sont eux qui se sont prononcés dans ce plan-là. Les opportunités associées à la pleine citoyenneté sont égales à celles des autres personnes, en tenant compte des ajustements nécessaires pour compenser un handicap. Donc, la notion de pleine citoyenneté est clairement posée comme une priorité pour eux. La participation à la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques et services de santé mentale est également écrite comme une priorité. Probablement que la participation des usagers à l'échelle d'un service de soins, il y a eu l'initiative assez intéressante du porte-parole des usagers au 59G21 qui officialise, on va dire, leur prise de parole sur les actions qui les concernent. Il y a eu des textes également récents. Il y a eu un texte assez important qui est très bien écrit, le texte de la HS de juillet 2020, qui énonce les modalités pratiques de l'engagement des patients. Ça ne fait pas le focus du tout sur la santé mentale, mais moi, j'étais assez surprise de voir que l'ensemble des concepts qui sont cités, qui sont mobilisés par l'OMS dans le champ de la santé mentale, sont exactement les mêmes que ceux qui sont mobilisés dans le cadre de la démocratie sanitaire par la HS en 2020. Ça aussi, c'est intéressant de se le dire, parce qu'on a parfois, je trouve, l'impression de pousser des concepts qui sont spécifiques à la santé mentale et qui replacent la santé mentale dans un contexte encore un peu à part par rapport au MCO. Moi, je ne pense pas que la psychiatrie soit une spécialité comme les autres, pas du tout. Je pense qu'elle est bien plus complexe et qu'elle nécessite de mobiliser bien plus un champ bien plus large peut-être que ce que font les autres spécialités. En tout cas, je la pense bien plus complexe et bien plus mouvante et bien plus exigeante également. Mais par contre, je pense que les principes directeurs de démocratie sanitaire qui ont agité le monde de la santé ces dernières années sont les mêmes. Peut-être même que la psychiatrie est en avance pour une fois sur ces concepts d'empowerment, de rétablissement et de citoyenneté qui sont bien plus poussés peut-être depuis de plus nombreuses années que dans le champ MCO, mais bon, ce serait à discuter. Donc, la troisième priorité qui est également posée pour les usagers, c'est rendre possible la mobilisation des représentants de patients et de familles. Donc, ça rejoint un niveau de participation un peu plus élevé avec un niveau de représentation soutenu financièrement, parce que c'est souvent le problème. J'ai été amenée à intervenir là c'était au GHU Paris également, sur la participation des usagers. Et on se posait la question ensemble à la fin de la présentation sur, mais en pratique, comment on fait participation des usagers. On insiste beaucoup, et puis ça a été le fruit également d'un travail que l'on a envoyé récemment à l'OMS sur l'espace-temps, l'espace dédié à la participation des usagers. On a trop tendance à penser cette action-là comme quelque chose de transversal qui viendrait un peu saupoudrer l'ensemble des actions. C'est un peu perçu comme le plus. Ça devrait être perçu comme la base. Donc, c'est ce que nous dit l'OMS. C'est une action qui est priorisée au même titre qu'une autre, pour laquelle on y dédie
un espace, une temporalité d'élection qui est différente, un espace-temps, un investissement également financier qui est susceptible d'être rentable au bout peut-être de plus d'années que les autres actions pensées à court terme, mais qui nécessite clairement voilà, une temporalité, un investissement en temps et en argent qui doit être tout à fait spécifique et prioritaire. Et enfin, impliquer les utilisateurs et les familles dans l'amélioration de la qualité des soins. Bon, bah, ça rejoint un niveau d'engagement et de participation des usagers à un très haut niveau. Hein. Ce n'est pas seulement prendre la parole sur une action ponctuelle, mais c'est être présent dans les instances, dans l'organisation et puis également dans les organisations tutélaires au plus haut niveau. Donc ça, c'était écrit dans le plan 2013-2020 déjà. Donc simplement pour se définir ensemble ces concepts-là et comprendre un peu ce qu'ils recouvrent, l'empowerment fait référence du coup au niveau de choix, de décision, d'influence et de contrôle que les usagers des services de santé mentale peuvent exercer sur les événements de leur vie. Donc c'est ce niveau d'autogestion maximum que l'on essaye d'atteindre par cet espace de travail que l'on doit créer pour leur permettre d'accéder à ce niveau de choix, de décision et d'influence. C'est un processus qui est multidimensionnel. Je trouve qu'en France, on a une interprétation qui est assez erronée. Il y a eu également un glissement sur la compréhension, je trouve, de ce que c'est que l'empowerment, qui est quand même perçu à une échelle seulement individuelle. Mais il faut rappeler que la définition de l'empowerment n'est pas seulement individuelle, elle est multidimensionnelle. Donc, elle est à l'échelle de l'individu, à l'échelle de son environnement collectif, communautaire, et à l'échelle sociétale, institutionnelle. Et c'est assez important parce qu'il y a eu beaucoup de critiques à un moment donné sur ce que certains ont appelé l'injonction néolibérale, c'est-à-dire ce fardeau de la santé porté sur les épaules de l'individu, qui du coup venait complètement tacler de manière péjorative les idées de pouvoir d'agir. Donc quand on parle de la notion de pouvoir d'agir, on parle de la rééquilibration des savoirs, on parle de la rééquilibration des pouvoirs, on parle du fait qu'il y a la reconnaissance des savoirs expérientiels. C'est toute cette notion-là, les concepts que j'énonçais qui sont véhiculés par cette notion-là. Ce n'est pas l'idée de transférer le fardeau de la responsabilité de la santé sur les épaules de l'individu, sauf si on pense que l'empowerment n'est que à la charge de l'individu. Mais si on se réfère à la vraie définition de l'empowerment, ce n'est pas ça. Donc c'est également un support collectif, un support communautaire, également un support institutionnel. Donc c'est assez important, je pense, pour comprendre qu'il ne s'agit pas juste d'un transfert de poids ou de responsabilité de l'État vers l'individu. Simplement un mot sur, ça je l'ai déjà dit, la clé d'empowerment se trouve dans la transformation des rapports de force et des relations de pouvoir entre les individus, les groupes, les services et les gouvernements. C'est délicat à énoncer, c'est toujours un peu délicat, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est vrai que l'idée que la personne que l'on accompagne dans le soin, donc notamment en psychiatrie, en santé mentale, puisse jouir de ses propres droits, puisse avoir la possibilité de s'exprimer, d'exprimer ce qu'elle pense être bon pour elle, c'est généralement admis. Ce qui est plus compliqué, c'est quand on parle de la notion de pouvoir, parce que ça choque souvent le corps médical qui se sent un peu attaqué. Alors, je comprends que ça puisse renvoyer une forme de suffisance ou de toute puissance du corps médical, mais qui cependant est une réalité, à vrai dire. Donc, c'est quelque chose qui est énoncé par les usagers, c'est quelque chose qui est au minimum, si ce n'est pas l'intention des médecins, bien sûr, c'est au minimum vécu comme ça. Le système est organisé de manière à ce que la relation soit extrêmement asymétrique. Et la vigilance de l'OMS, c'est de dire, mais prenez conscience de cette asymétrie de système. Prenez conscience de cette asymétrie de pouvoir. Donc, quand bien même vous n'êtes pas d'accord avec le fait que vous, à l'échelle individu, en tant que médecin, vous êtes quelqu'un qui est en position de pouvoir, le système, la prise de conscience du fait d'évoluer en tant que médecin, je parle des médecins, parce que c'est auprès du sanitaire que c'est parfois plus compliqué. L'OMS nous interpelle sur le fait de conscientiser au moins le système dans lequel on évolue et qui, du coup, amenuise clairement la parole des usagers. Donc, vu que le système étouffe cette parole-là, alors il faut être proactif dans l'idée de rééquilibrer. Le rééquilibre ne se fera pas tout seul. C'est ce que nous dit l'OMS. En fait, il faut être proactif dans l'idée de pouvoir penser cet espace-là de parole, de pouvoir soutenir l'empowerment, soutenir le processus d'empowerment de quelqu'un et des usagers. C'est le penser de manière proactive. C'est le penser et le mettre en application de manière proactive. Le système tout seul n'ira pas dans ce sens-là. Donc, c'est ce que nous dit l'OMS. Là-dessus, je passe. J'avais bien cité pour se détacher un peu du purement sanitaire qui est parfois un peu délicat. C'est juste pour dire que ça a été cité. En fait, je prenais ça, c'est ce que j'ai utilisé quand j'ai fait l'intervention là sur la participation des usagers au GHU. C'est un article très récent de Marie Brand qui explique ce que c'est que l'engagement profond des usagers dans le système de santé mentale et puis qui citait une écrivaine
auteur qui explique très bien ce que c'est que la participation des peuples qui n'ont pas dans le système vocation à entendre, à se faire entendre. Et je trouve que l'analogie avec le système de santé est très forte. Elle explique que donner la parole à l'usager, aux usagers, dans le champ de la santé, donc ça c'est Marie Brand dans son article, est indispensable parce que sinon, si on se fait le relais si les professionnels de santé mentale se font le relais du vécu des usagers, comme on a eu l'habitude de le faire jusqu'alors, on ne prétend pas des espaces dédiés à la prise de parole des personnes directement concernées, alors on réduit la prise de parole à des histoires uniques. Et c'est assez intéressant, donc c'est ce qu'elle dit. Elle dit il est impossible de parler de l'histoire unique sans évoquer le pouvoir. Et elle dit en fait tout ça c'est une question de rapport de pouvoir, c'est une question de rapport de savoir. Et donc voilà, j'aime bien cette analogie, ça nous fait aussi penser que ce que l'on vit dans le champ de la santé est extrêmement applicable au champ notamment là c'est de la sociologie, c'est l'histoire des peuples, c'est l'idée de dire je ne prends pas la parole à la place d'eux, et ça a été largement étayé, argumenté par les écrivains, notamment modernes de notre siècle. En matière d'application, de domaine d'application, si on pense l'empowerment et la façon dont ça peut s'appliquer, on va dire, en matière d'un point de vue pratique. Donc, quels peuvent être les changements dans le soin? Eh bien, c'est passer des asiles aux soins dans la communauté, des hôpitaux aux soins mobiles, aux groupes de soutien, aux groupes d'entraide, à une relation plutôt paternaliste, à la construction de partenariats entre usagers et leurs proches et les professionnels. Ne pas parler de traitement, de guérison, mais de rétablissement. Ne pas parler de contraintes, mais de coopération. Donc ça, c'est dans le domaine du soin. Ensuite, pour tout ce qui est de l'ordre de l'orientation, alors c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de l'orientation biomédicale, mais c'est partir d'une orientation biomédicale pour aller vers une approche beaucoup plus large, beaucoup plus globale, biopsychosociale et holistique. Pourtant, on est tous assez d'accord hein, quand on prend la définition en 46 de la santé par l'OMS qui dit que c'est un état de complet bien-être bio-psychosocial. Cette division biopsychosociale de la santé ne fait pas tellement débat, hein, tout le monde est assez d'accord. Quand on parle de l'application de l'empowerment dans ce que ça implique en termes de partenariat ou de vision de la santé mentale, c'est toujours un peu plus compliqué, mais c'est ce que dit, ou c'est ce que pourrait dire l'application de ce que c'est que l'empowerment en pratique, on va dire, clinique dans le soin. Chez les professionnels, alors donneurs de soins à promoteurs de santé, ça rejoint aussi cette base, la base de la pyramide, pour dire qu'on n'est pas seulement en haut de la pyramide, mais on est également des acteurs des actions de promotion et de prévention de la santé. Chez les usagers, eh bien, on passe de la sémantique patient fou, alors certes, je l'accorde, hein, c'est entre guillemets, hein, qui a heureusement vieilli, à la notion d'usager et de citoyen. Je tiens, la dernière fois, on se posait la question, quelqu'un m'a demandé, mais quand il m'a interpellé sur le fait que utiliser la sémantique usager, c'était vraiment... c'était galvaudé, c'était très idéologiste, c'était très... vous ne pouvez pas parler de santé mentale communautaire sans parler d'usager. Je pense que les gens n'ont pas bien compris pourquoi on utilisait usager, qui est un mot qui est largement utilisé dans le champ médico-social et dans le champ social sans que ça pose de problème à personne. Mais c'est vraiment cette idée de pouvoir bénéficier d'un service et surtout de pouvoir... C'est le rapport au droit que l'on questionne quand on parle d'usager. C'est le fait de penser quelqu'un qui a des droits. Je suis pas contre la sémantique patient, mais la sémantique patient qui dit celui qui souffre engage vachement moins les concepts qui sont mobilisés par l'OMS dans les concepts de citoyenneté, d'empowerment, de rétablissement. C'est ça qu'on dit quand on utilise les sémantiques usagers citoyens. Ensuite, passer de l'objet de soin à sujet de droit, qui est également une notion importante. La notion de déficit aux possibilités, ressources, capacités, puisqu'on s'appuie sur les forces et les ressources de la personne. Et chez les aidants, non pas exclus des soins, mais maintenant partenaires des soins. Simplement, ça c'est juste une information pour dire que sur l'empowerment, il y a eu toute une série d'indicateurs qui ont été travaillés par le centre dans le cadre de 2 colloques qui ont été menés en 2014 et 2018, et que définir les indicateurs d'empowerment, c'était un engagement que le centre avait vis-à-vis de l'OMS, c'est assez compliqué. L'idée de savoir au final l'empowerment, très bien, mais comment on l'évalue? On pourrait se poser la question, quels sont les indicateurs de l'empowerment des usagers dans un service, à l'échelle d'un service ou d'un secteur? Donc, c'est assez délicat. Il y a du coup toute une démarche de recherche qui a été entamée en 2014, complétée en 2018 et plus récemment complétée en 2020 et qui fait aujourd'hui l'état d'une recherche. Donc ça, c'est le listing de l'ensemble des indicateurs d'empowerment qui ont fait l'objet de concertations d'écrits. Vraiment, ça a été écrit par plusieurs personnes. Il y a eu une forme de priorisation des recommandations. Ça a été regroupé par thème. La première thématique, c'est la défense des droits. La deuxième thématique, c'est la participation à l'organisation et l'évaluation des soins. Et la troisième thématique, on va dire, des indicateurs d'empowerment, c'est l'information et la communication. Donc là, en tout, il y en a 25.
Et ces indicateurs sont en train d'être déployés à une échelle internationale dans une dizaine de pays. Et on est en train de recueillir leur niveau d'applicabilité et leur degré d'importance en fonction des pays. Donc, on pourra fournir à l'OMS ensuite une liste restreinte, une forme de shortlist des indicateurs d'empowerment pour avoir des repères et avoir peut-être commencer à avoir des pistes dégagées pour leur évaluation. Ensuite, ça c'est le premier concept, c'était l'empowerment. Je voulais revenir vraiment sur la définition et ses applications dans le domaine du soin. La deuxième notion sur laquelle je voulais revenir, c'est la notion de rétablissement, qui est beaucoup utilisée, qui fait un peu mot valise, mais dont je vais relire la définition, puisqu'elle a été un peu pareil, elle a été un peu déformée, donc définie en 93. Le rétablissement est un processus foncièrement personnel et unique qui vise à changer ses attitudes, ses valeurs, ses sentiments, ses objectifs, ses aptitudes et ses rôles. C'est un moyen de vivre une vie satisfaisante, remplie d'espoir et productive malgré les limites résultant de la maladie. Le rétablissement va de pair avec la découverte d'un nouveau sens et d'un nouveau but à sa vie, à mesure qu'on réussit à surmonter les effets catastrophiques des troubles psychiques. Donc, il y a plusieurs notions qui sont importantes. Il y en a une qui est majeure, et je pense dont on doit prendre absolument soin quand on parle du rétablissement du point de vue des professionnels, c'est que nous pouvons soutenir un processus individuel de rétablissement, nous ne pouvons pas nous substituer au processus de rétablissement. Ça, c'est un point important parce qu'on entend souvent, je pense, la notion de rétablissement peut-être sous la signification guérison. Les professionnels s'emparer du terme comme nous pouvons rétablir les gens. Non, nous pouvons soutenir le processus par l'environnement de soins que l'on propose et les modalités d'accompagnement que l'on propose et la façon dont on construit les soins de manière flexible, mobile, de proximité, tournée vers les besoins de la personne, centrée sur les besoins de la personne, en partenariat avec les personnes à qui on propose des soins. Alors, on peut soutenir le processus de rétablissement. Et le processus de rétablissement, d'ailleurs, engage le fait que ne se soit pas, c'est là où c'est très différent de guérison, parce qu'en plus, la notion de guérison n'existe pas vraiment en psychiatrie, ou en tout cas, elle ne se définit pas avec ces mots-là, mais elle accepte les moments de moins bien, les moments de mieux-être, et c'est à la personne de définir ce qu'elle pense être bon, moins bien pour elle, et de décrire cette ligne de rétablissement. Alors, je ne veux pas non plus me substituer à la personne d'eux, puisque je dis depuis le départ qu'il ne faut pas se substituer à la personne, à la personne qui énonce ce discours-là. Le plus simple, je trouve, c'est de se référer aux vidéos des personnes directement concernées qui ont pris la parole, qui s'expriment directement en leur nom, notamment Patricia Digan, qui a fait un TED Talk qui est tout à fait prenant, tout à fait puissant. Quand j'ai déjà évoqué ces notions-là auprès des internes de psychiatrie, on a regardé la vidéo ensemble. Il y avait ce qu'ils pensent avoir compris du rétablissement avant le témoignage de Patricia Digan et ce qu'ils ont compris après le témoignage de Patricia Digan. Donc, je pense que c'est important d'aller aussi regarder ces témoignages-là qui sont plus forts que ce que l'on peut énoncer. Simplement sur le changement de paradigme que peut avoir la notion de rétablissement à l'échelle d'un service. Alors, on passe du pouvoir sur la personne au réveil du pouvoir de la personne. Ça a été énoncé par Marianne Farkas, qui est psychologue à Boston, qui nous explique un peu les lignes du changement de paradigme. Orienté vers le contrôle versus orienté vers le choix et l'information. Basé sur le risque et la peur versus basé sur les espoirs et les souhaits. Ça se voit beaucoup dans la façon dont on prodigue les soins sous contrainte, dont on pense la contrainte, dont on pense les programmes de soins en psychiatrie. On passe également d'un système où on demande à l'individu de s'adapter à un système où le professionnel s'adapte et où le système s'adapte à l'individu. Et enfin, on ne parle pas des augmentations des incapacités, mais on parle de l'augmentation des capacités et de la recherche d'un nouveau sens à sa vie, donc directement emprunt à la définition d'Anthony de 93. Et comme troisième concept, celui qui lie les 6 concepts que j'évoquais tout à l'heure comme étant particulièrement intriqués, particulièrement articulés, eh bien, c'est la pleine citoyenneté, demande très forte des personnes directement concernées, demande très forte de l'OMS dans la façon dont on prodigue les soins en psychiatrie, et aussi grande raison pour laquelle on a été plusieurs fois épinglés par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, par exemple, ou par le Conseil constitutionnel dans la révision de l'article 84. C'est en parlant de pleine citoyenneté ou en gardant la pleine citoyenneté comme fil rouge et comme principe directeur qu'on est amené à remodeler ou à repenser la façon dont on prodigue les soins en psychiatrie. Donc, premier élément, le principe actif du rétablissement est non seulement de maintenir les gens dans la communauté, mais surtout de faire en sorte qu'ils soient de la communauté et y vivent comme tout le monde. Or, le fait d'être de la communauté implique le développement de relations de réciprocité entre concitoyens égaux. Donc, ça reprend également la notion d'égalité entre chacun, le fait qu'on soit tous concernés et qu'on se batte collectivement contre
les inégalités d'accès au statut de citoyen quand on est plus ou moins emprunt à l'émergence ou à la sévérité de troubles, de troubles psychiques plus ou moins sévères. Donc c'est ce que nous dit en substance, ce que nous disent en substance ces notions-là. En pratique, si on prend maintenant l'applicabilité ou l'application en France de ces concepts-là, ce à quoi nous invite l'OMS, c'est la transformation d'un système hospitalo-centré, qui est plutôt celui-là, on va dire le modèle du 19e siècle, qui pense le soin avec un système qui gravite autour de l'hôpital, avec des soins, certes de la santé primaire, de l'ambulatoire. Alors à l'époque, il y avait des soins infirmiers type ISP, avant les DE, mais du coup, on va dire une grosse bulle hospitalière, vers un modèle qui se comporterait plutôt comme celui-là, qui fait complètement écho à la pyramide de l'OMS à laquelle il faut se référer aussi assez régulièrement, mais avec Self-Help et Entraide, qui représente la base de la pyramide et qui devrait être l'endroit où on investit le plus, concrètement. C'est l'endroit où on flèche les financements, où c'est le plus fort. Ensuite, la santé primaire, donc pareil, l'endroit où on investit le plus, les liens très très forts, très articulés avec la médecine générale. Et puis, une diversification bien plus importante que ce que proposait l'ambulatoire du XXe siècle, donc avec des équipes mobiles de santé mentale communautaire, des accueils thérapeutiques familiaux, des hospitalisations à domicile, des équipes d'urgence, quelques lits hospitaliers, donc là ce qu'on voit en F4, qui en fait était l'énorme bulle avant, mais qui devient un élément du système complet et qui n'est pas du tout l'élément principal. Donc ça, c'est un grand débat, cette articulation-là, la façon dont on peut le penser. Les lits sécurisés, c'est tout ce qui est UHSA, UMD, etc., qui peuvent continuer d'exister, mais peut-être dans d'autres, aussi sous une autre articulation avec le reste du système. Mais l'idée, c'est vraiment de penser vraiment l'hôpital comme un chaînon, un élément du système, mais qui, au-delà de ne pas être le principal, ne doit plus être, doit peut-être même être la petite partie, parce que c'est pas à cet endroit-là que doivent se passer ni les investissements et ni la majeure partie du temps de l'activité des professionnels. Donc une bascule complète, avec une bascule complète vers l'ambulatoire. C'est ce qu'écrivait déjà, hein, je me suis amusée à relire, je l'avais déjà lu, hein, mais à relire le rapport Piel-Roland. Je vous invite tous à relire, qui est absolument formidable, puisque j'ai un lien d'intérêt, certes, très fort, mais cependant, quand même, visionnaire comme il est et comme il était, la situation, même avec la projection démographique qui est la nôtre aujourd'hui, c'est des choses qu'il avait écrit, quoi. Il avait déjà dit, il fallait déjà faire la bascule des professionnels de l'hospitalier ambulatoire. Il avait visé une répartition 60-40, dans le meilleur des cas, une répartition 80-20. Anticiper d'ores et déjà la fuite du secteur public, travailler déjà en articulation avec la médecine libérale, la médecine générale, pour éviter d'arriver là où on est, à vrai dire. Donc le changement, là où pour faire aussi un peu écho comme à la situation dans laquelle on se trouve, parce que peut-être qu'on on va en discuter juste après, mais quid de cet ensemble dans le contexte qui est le nôtre, de pénurie majeure de soignants, comment fait-on, quoi? Bon, ça doit, à mon sens, bien évidemment, continuer d'être les principes directeurs. Peut-être qu'il faut attendre que le système s'effondre complètement pour que l'on reconstruise sous cet angle-là. Quand je parle d'effondrement complet, bien sûr, c'est pas je parle pas, c'est pas ce qui est souhaitable. Cependant, on est déjà de toute façon en situation compliquée avec des secteurs qui ferment. Mais l'idée, je pense que le risque, c'est de prévenir la réouverture des lits. Et parce que c'est ce qu'on commence déjà à entendre, hein, j'en parlais là récemment avec un collègue du GHU, Paris Neurosciences, qui m'expliquait qu'il pensait à l'inverse vraiment, et puis ça peut être un débat, hein, qu'on est allé trop loin en matière de développement de psychiatrie ambulatoire. Qu'on était allé trop loin et qu'en fait ça ne marchait pas. Et qu'il fallait plutôt revenir avec de la réouverture de lits, avec une réexploitation des lits au regard du contexte qu'est le nôtre actuellement, moins de soignants, plus de demandes de soins, etc. Bon, je suis foncièrement pas d'accord. C'est pas ce que nous dit de faire l'OMS et ce n'est pas non plus ce que disent. Il y a eu des écrits là-dessus. Il y a eu quand même maintenant des pays. Je pense que d'ailleurs, on aurait tout intérêt au centre, ce sera peut-être une de nos prochaines actions, de pouvoir cumuler la littérature qui étaye ces positions-là. Parce que je pense vraiment que le grand risque, ce sera ça. Dans un contexte, en plus, dans un contexte politique un peu particulier, on sait qu'il y a des choses qui peuvent bouger ou d'autres pas du tout, mais vraiment se prémunir d'un retour
vers vers ce modèle du XXe siècle qui, du coup, peut être tentant parce que on va plus se tourner, comme le disait Farkas, du côté de la gestion du risque et de la sécurité. C'est-à-dire que ceci, il y a moins de monde, il y aura moins d'interventions précoces, il y aura moins de soins d'amont, il y aura des situations plus sévères qui risquent d'arriver. Du coup, avec la tentation de pouvoir réouvrir des lits parce que des personnes qui auront besoin d'être posées, entre guillemets, en milieu hospitalier. Ce qui pose aussi la question de la qualité de ce qu'on appelle un soin hospitalier, puisque s'il n'y a pas de soignants, c'est-à-dire qu'on admet aussi indirectement que les lits soignent. Alors, on peut imaginer que les gens ont parfois besoin de contextes de calme, etc. Mais ce que nous dit l'OMS aussi, c'est que l'hôpital ne doit pas être ce lieu seulement de calme, il doit être aussi, si c'est le lieu où les gens arrivent parce qu'ils vont moins bien, alors c'est le lieu où la densification du soin doit être la plus importante et la plus forte. Or, en l'occurrence, l'équation actuelle ne nous fait pas penser que ce sera le lieu où il y aura le plus de soignants, parce que s'il y a moins de soignants, qu'on ouvre des lits, l'équation ne sera pas bonne. Donc, en tout cas, je pense qu'il est important de se rappeler ces principes-là, comme c'est l'objectif, un idéal que l'on doit suivre. Qui plus est, moi, j'aurais pas tendance à dire, c'est moins applicable dans le contexte actuel. C'est d'autant plus applicable dans le contexte actuel que l'on connaît le risque de retourner vers le système ancien, très hospitalo-centré, et donc qui nous ferait quitter cette psychiatrie citoyenne que l'on porte et que l'OMS nous demande de développer. Donc les principes de la psychiatrie citoyenne qui regroupent un peu tout ce que j'ai dit jusqu'alors, c'est ne pas avoir des partenaires, mais être partenaire. Donc là, il y a un exemple que je présenterai pour illustrer ça, ce sont les conseils locaux de santé mentale. L'hospitalisation alternative aux soins dans la communauté, donc se défaire de cet hospitalo-centrisme avec la répartition des personnels et le fait de pouvoir faire la bascule du personnel sur le milieu ambulatoire. L'insertion à la porte du patient, c'est-à-dire développer majoritairement les équipes mobiles. Donc ça aussi, j'en parlais avec le collègue avec qui on n'était pas d'accord sur le fait de développer les équipes mobiles ou le fait de revenir à un système plus hospitalo-centré. L'idée, c'est de flécher les financements sur ces modalités-là. Parce que je pense que la psychiatrie s'est beaucoup prononcée sur la demande de financement, sur le manque de moyens. Moi, je trouve qu'on n'a pas été très lisible sur le fléchage des financements. Donc, on a entendu très peu de personnes dire, moi, si j'ai des financements, je les flèche sur ça. Et je pense par ailleurs que c'est dommageable pour la psychiatrie également, qui a du coup eu une image probablement catastrophique dans les médias, qui n'a probablement pas non plus aidé nos jeunes collègues à choisir la spécialité. C'est un autre débat, important, mais c'est un autre débat. Mais tout ça pour dire que voilà, si on reçoit des financements, si on en demande, si on estime être en manque de moyens, il faut quand même avoir conscience du problème de répartition des ressources. La France étant le pays le mieux doté en psychiatres. Donc ça pose aussi question sur la façon dont on répartit les psychiatres sur le territoire. Et puis cette idée de pouvoir quitter le soin hospitalo-centré pour plutôt nous faire comprendre que si on reçoit des financements supplémentaires, ce ne serait pas pour ouvrir des lits, mais bien au contraire pour continuer de déployer les soins ambulatoires et de densifier les équipes mobiles de manière à ce qu'elles soient les plus flexibles, les plus intensives et les plus disponibles possibles en fonction des besoins des patients. Et donc enfin, quatrième principe directeur de la psychiatrie citoyenne qui guide l'ensemble des concepts que j'ai évoqués jusqu'alors, c'est ce fameux slogan « Rien à propos de nous sans nous » qui nous incite très, très fortement à pouvoir consacrer du temps et à prioriser la participation des usagers et toutes les structures qui leur permettent, qui permettent ces espaces de prise de parole. Donc les groupes d'entraide mutuelle et également les médiateurs santé-pairs, à un autre niveau de prise de parole et d'engagement, puisqu'on a le CCOMS a porté le projet de professionnalisation de la pérédance. Donc c'est un niveau, on va dire, de participation élevé au titre de leur professionnalisation, mais qui est un modèle qui est soutenu, qui est le modèle de la pérédance soutenu par le centre. Donc là, je voulais juste, avant qu'on puisse en discuter, pour ne pas prendre trop de temps, il est 16h20, présenter en vidéo, c'est un modèle plus simple, les outils qui sont proposés par le centre depuis de nombreuses années maintenant, et qui, à mon sens, participent à la façon dont on peut opérationnaliser l'ensemble de ces concepts-là. On sait d'où les concepts viennent, on a bien en tête les plans OMS, le temps depuis lequel ça a été dit. On a bien en tête aussi les concepts qui sont mobilisés, à mon avis, les points de vigilance qu'il faut avoir dans le contexte qui est le nôtre actuellement. Et donc, il faut poser des balises, je pense, pour avoir bien conscience du rapport aussi coût et levier sur le sens que l'on peut donner au déploiement des soins en psychiatrie. Et ensuite, quid des outils qui sont à notre portée et à notre disposition pour faire en sorte que l'on puisse évoluer, que l'on puisse faire évoluer les pratiques dans ce sens-là. Donc, le premier outil que je voulais vous présenter, c'est le programme Quality Rights. Alors, je ne sais pas s'il y a le son, j'espère que ça va marcher. Donc, il y a un programme porté par l'OMS. Là, vous n'entendez pas du tout, j'imagine. Hein. Attendez.
J'essaie d'augmenter. On va mettre un peu plus. Vous entendez un peu? Ah, c'est là, je ne sais pas pourquoi. ok. Bon. Bon, pour l'instant, il n'a rien dit. Il a dit on se rend compte que. Donc voilà, c'est une présentation de Simon Wasserbach, qui est psychologue clinicien, qui a travaillé pendant très longtemps au secteur, dans le secteur 59G21, donc du docteur Roland, et qui est le directeur de programme, coordonnateur du programme Quality Rights. Donc voilà, il l'a bien dit, hein, il y a deux axes, il y a un axe observation et un axe formation. Nous, ce que l'on propose, c'est que le programme Quality Rights soit vécu comme un outil, vraiment un outil d'accompagnement à la transformation des pratiques et au changement des pratiques. C'est pas, on nous pose souvent la question, mais quelle est la différence avec une certification HAS, avec une visite du CGLPL? C'est vraiment très différent. Je pense que le programme déjà Quality Rights, c'est la grande différence, c'est qu'il se mobilise sur demande d'un établissement. Donc, ça peut être à l'échelle d'un secteur, d'un service, d'un pôle, de plusieurs secteurs d'un établissement, mais c'est sur volontariat. Donc, il ne s'agit pas de faire arriver comme ça le centre collaborateur de l'OMS pour vérifier l'évaluation de la qualité, le respect des droits, etc. Pas du tout. Généralement, soit les établissements ont déjà engagé une dynamique de changement et veulent ce que l'on appelle maintenant un rapport d'étonnement. Ça peut être vraiment perçu comme ça, rapport d'étonnement sur l'état des pratiques, et sans jugement, évaluation, certification ou pas. Donc, c'est vraiment, ça ne se place pas du tout au même endroit. Je pense que CGLPL, HAS, bon, déjà, c'est certifiant ou c'est sanctionnant, et ça sonne une fin. Et le fait d'évoluer, le programme Quality Rights, c'est un outil, je pense, parmi un éventail d'outils qu'un établissement ou qu'une direction peut être amené à mobiliser, ou qu'un comité médical peut être amené à mobiliser, dans l'idée de pouvoir progressivement commencer à tirer les ficelles du changement. Donc, en tout cas, c'est vraiment comme ça qu'on le présente, et qu'on espère qu'il puisse être mobilisé. Donc, c'est à la fois un rapport d'étonnement, une observation, et puis là, on a déployé plus récemment tout un volet formation, avec une formation un peu modulaire à la carte, avec des modules de e-training, et également des formations qui se font en présentiel dans le cadre de la formation continue, dans le cadre de modules DPC. L'idée étant de pouvoir vraiment déployer au maximum, puis d'avoir des ambassadeurs du programme Quality Rights pour faire en sorte que le programme puisse être mobilisé par l'ensemble des personnes qui le demandent. Parce que là, pour le moment, je ne vous cacherai pas qu'on a comme objectif de le déployer en francophonie à l'international et en France. Et qu'il y a eu, alors qui plus avec le Covid, voilà, on s'est un peu décalé dans le temps. Donc, il y a des établissements qui ont fait la demande il y a maintenant un an et demi, et auprès de qui il faut absolument répondre, parce qu'on sait que ça arrive aussi dans des dynamiques de changement qui parfois ne sont pas toujours pérennes. Donc, l'idée est d'arriver vraiment en soutien, comme un outil à prendre en compte pour l'ensemble des professionnels d'un pôle.
Donc voilà pour le programme Quality Rights. Je ne rentre pas dans le détail, je peux répondre à vos questions si vous en avez. Juste, je voulais également vous présenter les conseils locaux de santé mentale, peut-être que certains connaissent, également avec une vidéo, puisque donc les conseils locaux de santé mentale se sont beaucoup déployés récemment. Donc c'est un programme pour lequel on reçoit un cofinancement par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. On s'est beaucoup densifié récemment. Il y a eu également une action très forte des CLSM et un repérage des CLSM comme un endroit de démocratie sanitaire très important au contexte Covid. Donc le CSOMES a notamment écrit un rapport et un état des lieux du fonctionnement des CLSM en contexte de crise. Et le résultat était assez positif, assez probant. Et ils ont quand même montré que les CLSM arrivaient à se maintenir, avaient réussi à se maintenir dans des conditions un peu différentes, mais en contexte Covid, et avaient surtout réussi à s'adapter, à continuer de s'adapter aux besoins de la population et à fournir toutes ces actions de promotion et de prévention directement adaptées aux bassins populationnels avec lesquels ils travaillent. Donc ça a été un repéré, ça a été clairement des lieux de concertation pluridisciplinaire qui ont été repérés par le Haut Conseil de santé publique comme des instances à déployer et à continuer de développer encore. Il y en a 260 qui sont déployés aujourd'hui. On a un objectif 600 CLSM d'ici 2-3 ans. Je vous avoue que c'est très, très ambitieux. Voilà, on fait du mieux possible. Je dirais. Donc voilà pour la vidéo de présentation. Ça, c'est une vidéo qui a été faite par Maureen Gac, chargée de communication au Centre national ressources des CLSM, et Fanny Pastan, qui est la nouvelle coordinatrice nationale des CLSM. Bon, là, c'est pareil, j'avais quelques slides prévus, mais je préfère qu'on prenne le temps de discuter. Sachant que l'actualité que je voulais vraiment vous donner, ça a été la mobilisation très forte des j'ai pas mis de slide là-dessus, mais des CLSM en contexte Covid, vraiment comme un. Et puis quand même le fait qu'ils aient réussi à se maintenir, même s'ils ont eu ils ont fait état de partenariats ou de cloisonnements plus ou moins difficiles à, à défaire en contexte Covid, puisque du coup, on sait que les partenaires se sont un peu cloisonnés. Il y avait d'un côté la psychiatrie, d'un côté les élus, d'un côté de ça. Mais voilà, des retours quand même plutôt positifs et puis une identification des CLSM comme quelque chose qui marche et qui est vraiment reconnu par les acteurs de la santé publique, sachant que les étapes prochaines, là, il y a eu un financement qui a été fait par la Direction générale de la santé pour qu'on intervienne dans les quartiers politiques de la ville. C'est une priorité qui est sortie et qui a directement émergé de l'état des lieux qui a été fait à 2 reprises par le biais de la diffusion d'un questionnaire auprès des coordinatrices des CLSM et qui ont fait très rapidement remonter l'importance des déterminants sociaux de santé
et donc la priorité de pouvoir intervenir dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc là, pendant 1 an, il y a toute une démarche de sensibilisation et de formation auprès de l'ensemble de la population qui est organisée pour intervenir dans un minimum de sites prévus sur l'année à venir. Ouais, des outils pour la mise en œuvre concrète des recommandations nationales. C'est vrai que ça, j'aime bien aussi cette slide-là qui montre à quel point les CLSM remplissent cette action et restent en accord avec la politique de l'OMS, puisque ce sont des espaces de concertation entre l'ensemble des acteurs, à quel point ils arrivent à se déplacer dans chacun des étages de la pyramide, avec des champs d'intervention qui sont aussi majoritaires à un niveau, à la base de la pyramide, donc notamment au niveau des soins communautaires en amont, des soins hospitaliers, dans l'idée aussi de pouvoir les prévenir dans le meilleur des cas. Voilà, ça j'avance un peu. Enfin, le programme médiateur de santé pair, que je voulais vous présenter également, probablement que vous connaissez aussi en partie. Donc, je vous propose également d'écouter, c'est toujours plus simple. Donc, je complète avec quelques points d'actualité aussi sur le programme médiateur de santé pair. Donc, en février 2022, on va pouvoir accueillir la quatrième promotion de médiateur de santé pair. Donc, c'est vrai que c'est un programme qui aura bientôt 10 ans de recul. Il a commencé en 2012 sous la forme d'un diplôme universitaire, avec un accueil, Monsieur Roland l'explique très bien, qui a été très compliqué à l'époque. Donc, levée de syndicats qui était complète, je crois. Je crois que c'est rarement arrivé dans le monde de la santé. Bon, les choses ont quand même beaucoup évolué, mais ça reste parfois des accueils qui sont encore un peu compliqués. Mais pour ce que l'on évoquait ensemble tout à l'heure, cette notion de rapport des savoirs, la reconnaissance des savoirs expérientiels, c'est typiquement dans l'application de ce genre de programme qu'on se heurte un peu à ce que l'on pense être bien de faire. Et puis, quand il s'agit de le faire, quand il s'agit de travailler en partenariat avec un médiateur de santé pair, l'articulation des savoirs, la reconnaissance des savoirs expérientiels est toujours un peu plus délicate. Donc, du coup, ce que l'on a proposé, il y a 2 choses sur l'actualité de ce programme. La première, c'est de densifier l'offre de formation. Là, pour l'instant, la licence est hébergée par l'Université Paris 13, en partenariat avec le laboratoire éducation et pratique en santé. Et on va avoir probablement, on espère, un projet de construction d'une nouvelle licence, de partenariat avec une nouvelle université, notamment à Bordeaux, donc qui reste encore à confirmer, mais c'est plutôt en très très bonne voie pour pouvoir se faire. Et puis on aimerait également ouvrir une licence à Lille,
Il y aurait quand même un environnement, on va dire, régional qui serait propice à ça, et puis peut-être éventuellement à Marseille un peu plus tard, pour essayer de mieux couvrir le territoire et faire en sorte que ce soit plus facile. Donc voilà pour le programme Médiateur Santé Père. Et l'autre axe important au-delà du déploiement de cette offre de formation, c'est l'axe formation des équipes qui engagent un travail partenarial avec le médiateur santé père. Soit ils engagent nouvellement ce travail partenarial et on propose du coup une formation pour ceux qui commencent, ou alors une actualisation des connaissances sur ce que le fait de travailler avec un médiateur de santé père peut venir convoquer. Et donc, c'est un autre format un autre contenu de formation, donc pour les personnes qui travaillent déjà depuis quelques années avec un médiateur de santé père. Donc, voilà, on est venu au fait, ça fait depuis longtemps qu'on voulait monter ces formations-là, mais qu'il était absolument primordial de pouvoir accompagner les équipes qui s'engagent à pouvoir travailler en partenariat avec un médiateur ou une médiatrice. Donc voilà pour les perspectives de déploiement. Alors je vais en finir. Il me reste 2 slides sur l'avenir. Bon, comme c'est bientôt Noël, je me suis autorisée. Liste de Noël. Elle est un peu longue. 2 slides. Alors, passage du secteur au réseau. Bon, continuer de travailler en partenariat de manière très intersectorielle avec les réseaux qui sont susceptibles d'être mobilisés, la médecine générale, le secteur du social, du médico-social. Le passage de l'hôpital au domicile, bon, ce n'est pas contre les lits d'hospitalisation, pas du tout, mais c'est dans l'idée de pouvoir continuer de densifier cette offre ambulatoire de proximité au plus près de l'environnement de vie et de travail des personnes directement concernées. Passage du malade à l'usager citoyen pour respecter également le changement paradigmatique proposé par Farkas, qui nous engage du coup à penser les personnes concernées comme nous, en tant que concitoyens qui doivent jouir des mêmes droits, des mêmes devoirs. Participation des patients eux-mêmes au dispositif de soins. Là, je rajouterai dispositif de soins, activités d'enseignement et de formation et de recherche. Organisation centrée sur le rétablissement, dans le respect de la définition portée dès les années 90 sur ce qu'est un processus individuel de rétablissement, et plutôt essayer de penser l'environnement à créer pour permettre et venir en soutien au processus individuel de rétablissement des personnes directement concernées. La transparence des décisions et le partage des diagnostics et thérapeutiques, l'empowerment, l'autodiagnostic, l'autoguérison. Bon, je ne vous cacherai pas que c'est une liste de Noël partagée avec M. Roland. Donc celle-là, c'est plutôt M. Roland, mais bien évidemment, l'idée, c'est que on continue de porter la codécision et le co-développement des décisions de santé pour les personnes directement concernées. Ensuite, le passage d'une offre de soins médico-centrée à une offre de santé. Bon, ça, c'est ce qu'on a évoqué. Il y a 2 niveaux. Il y a l'idée de passer d'une offre hospitalo-centrée à une offre de soins de proximité, et puis une offre de soins sanitaro-centrés, médico-centrés, à une offre de santé publique. Et donc, si on parle d'une offre de santé publique, alors on priorise les actions de promotion et de prévention avec l'identification des acteurs et le fléchage des financements qui va avec. Donc, un modèle hospitalier type centre d'accueil de crise, hôpital général, multiplication des équipes mobiles, on se l'est déjà dit. Une organisation en santé sociale centrée sur la prévention dans la cité, on l'a déjà dit également. Les développements du numérique au service de la santé mentale des populations. C'est vrai que je n'ai pas du tout évoqué le numérique, alors que c'est un axe de référence, un axe de travail, on va dire, qui nous engage directement auprès de l'OMS. Le CSOMS s'est prononcé, on a participé de manière écrite, officielle, notamment par le biais d'une contribution écrite lors des assises de la santé mentale et de la psychiatrie. On s'est prononcé sur la façon dont on peut imaginer que le numérique continue de se développer en articulation avec l'ensemble de ces concepts-là, pour éviter de créer du besoin et de se substituer aux professionnels de santé, et de continuer d'étudier les besoins tels qu'on le fait dans le cadre d'une recherche internationale, pour être sûr pour essayer de guider le développement des nouvelles technologies au service des besoins de la personne dans une approche globale de santé publique. La fin de la stigmatisation et des discriminations. On sait que le travail a été entamé depuis de très nombreuses années et que l'évaluation des campagnes de lutte des actions de lutte contre la stigmatisation sont probablement assez faibles par rapport à la quantité de travail qui a été fournie jusqu'alors. Donc, probablement encore beaucoup de travail à faire, non pas qu'il faille l'arrêter,
Mais on sait qu'il faut continuer d'être proactif là-dessus, puisque ça ne travaille pas tout seul, la lutte contre la stigmatisation et la discrimination. C'est très difficile. Intégration des services dans les soins de santé primaires et dans l'insertion, plus de structures dédiées. Une société inclusive, foncièrement démocratique, avec le rappel d'un impact médico-économique de qualité plutôt favorable à ce modèle-là, qui a déjà été déployé dans de nombreux pays et puis pour lesquels de nombreux services peuvent en témoigner, de plus en plus en France, encore trop timidement, mais pour lesquels on a des repères, on va dire, à l'international. Voilà, je vous remercie de votre attention.